Le retour sur enquête porte sur la situation au Venezuela aujourd'hui. Donc, je disais tout à l'heure que donc, je recevais Jean-Baptiste Moutet. Donc, tu écris régulièrement dans Mediapart sur le Venezuela. On a publié un article de toi aujourd'hui Oui, sur la situation là-bas, et notamment la question de la sécurité et de la répression. exactement. On va en parler. Et puis, avec toi, Yoleti Brachot. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes politiste rattaché donc, à l'université Lyon 2, l'université Lumière Lyon 2, voilà, différentes appellations. C'est la magie du monde académique. Voilà. Et vous faites partie d'un groupe d'études sur le Venezuela que je vous laisse présenter, parce que je crois qu'il se relance. Tout à fait, c'est le groupe d'études interdisciplinaires sur le Venezuela, le GIVN, qui est connu par une activité assez importante à partir de 2011 sur des recherches en sciences sociales sur le Venezuela et qui en ce moment est en train de se relancer. Très bien. Alors, ça fait longtemps qu'en live, on n'a pas parlé de la situation au Venezuela. Pourtant, l'actualité est vraiment critique. Première question, peut-être toute bête, mais est-ce que le terme de crise humanitaire qu'on a employé pour titrer ce plateau, est-ce qu'il est approprié? Quelles sont les manifestations les plus concrètes de cette crise? Jean-Baptiste, on peut en parler parce que toi, tu as fait récemment des reportages, tu es allé sur place, tu avais vu évidemment la situation du pays avant. Est-ce que il y a des choses qui t'ont frappé en arrivant sur place, tu vois, en termes voilà, tout simplement de ressenti? C'est une question bête, mais quand on ne connaît pas bien l'actualité du pays, on a besoin de se rendre compte de ce que ça fait, de ce qu'il y a eu comme changement. Ça fait plusieurs, j'allais dire, ça va faire 3-4 ans qu'on voit petit à petit le Venezuela aller plus loin encore dans la crise. Donc voilà, il y a des ONG comme Solidarité, Action Solidarité ou ProBea, qui sont des organisations vénézuéliennes qui parlent d'urgence humanitaire complexe, c'est-à-dire qui ne dépendent pas d'un tremblement de terre ou d'une catastrophe naturelle, mais qui sont dues à une action politique. Après, comment ça se concrétise? Ça se concrétise que quand on va dans un hôpital pour enfants, eh ben, tous les enfants sont en dénutrition. Après, dans la dénutrition, il y a plusieurs différentes échelles. Dans 20% des cas, entre 15 et 20% des cas, c'est des dénutritions graves. On voit aussi les gens, les Vénézuéliens, dès qu'ils touchent leur salaire, ils vont le dépenser pour acheter à manger. Parce que faut se donner une idée un petit peu de l'inflation. C'est-à-dire que un pot de yaourt, ça fait le quart d'un salaire minimum. Donc avec un salaire minimum, je vais acheter à manger d'autres produits, par exemple des pommes de terre ou des cambours, mais ça va me suffire pour quelques jours, 3-4 jours. Et après, il faut trouver d'autres moyens pour arriver à se nourrir convenablement. Tu parlais de l'inflation, je crois que c'est des milliers de pourcents. Enfin, non, c'est des dizaines de millions. Des dizaines de millions de pourcents sur quelle durée? Sur cette année-là, selon le FMI, je crois que c'est 13 millions. Oui, c'est calculé dans les 10 millions ou voilà. plus. Voilà, la fourchette est là, en tout cas. D'accord. Donc ça veut dire que quand tu rentres dans un magasin, des fois, le prix peut augmenter avant que tu sortes. Il y a les couches culottes, le café, c'est sous vitre. Faut demander les clés aux commerçants pour qu'ils te l'ouvrent. Là, le supermarché où moi j'ai l'habitude de faire mes courses à Caracas, c'est couvert de baies vitrées parce que tout devient cher. Donc il y a et les gens, les Vénézuéliens passent leur journée à chercher à manger, à savoir où trouver de l'eau, à trouver une solution pour le gaz qui manque. Voilà, la crise, elle est visible comme ça. Une anecdote, un détail, Caracas est connu pour ses embouteillages. On peut passer des heures dans les embouteillages et il n'y en a plus d'embouteillages parce que pour la planète, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais parce que les repuestos, les pièces de rechange. Les pièces de rechange, elles sont devenues trop chères. Et du coup, on voit des cadavres de bagnoles un petit peu de partout. Et il y a plus, les gens prennent plus
plus la voiture. Olivier Brachot, donc, je dis, vous étudiez non seulement le pays, mais plus précisément les milieux populaires, l'encadrement politique et syndical des milieux populaires. Vous avez aussi de la famille sur place, vous êtes originaire du Venezuela. Donc, quel tableau vous pouvez nous dire en complément de ce que nous a déjà dit Jean-Baptiste? En fait, on pourrait décrire en fait longuement les effets de cette situation, effectivement, sur l'accès à la nourriture, l'accès à la santé, les failles en fait dans les services publics en fait qui font que l'accès au transport public est extrêmement compliqué. Dans les hôpitaux, effectivement, il y a des manques impressionnants, etc., etc. Après, c'est juste que la question de la crise humanitaire en soi, en fait, il faut la discuter non pas dans le sens où il n'y aurait pas une crise humanitaire, mais dans quelle mesure, en fait, on mobilise ce terme ou pas et pourquoi on le mobilise. Et dans ce sens-là, c'est aussi une sorte d'arme rhétorique, quoi. Bon, ça c'est pour certains oui, pour certains non. En fait, le fait est que le terme crise humanitaire est un terme en fait en débat puisqu'il a des usages politiques aussi. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut nier la réalité qui est vécue, qui est extrêmement grave. C'est juste dire que le terme en soi a différents usages. Et pour moi, personnellement, on parle de crise humanitaire notamment parce qu'il s'agit d'une situation dans laquelle il y a un ensemble de choses matérielles et symboliques qui sont nécessaires à la vie quotidienne qui ne sont plus assurées pour les Vénézuéliens et Vénézuéliennes. Et le fait est qu'il n'y a pas d'action publique qui arrive à le couvrir. C'est-à-dire que l'État, finalement, ne couvre pas ça ou peut même servir comme un catalyseur pour le manque de ces besoins ou de ces biens-là. Et dans ce sens-là, du coup, ces besoins sont couverts par d'autres acteurs, notamment dans le monde associatif ou dans le monde des organisations non gouvernementales, ou en tout cas, on essaye de couvrir par ces biais-là. Et c'est par le biais de cette action de ces autres acteurs qui ne sont pas l'État qu'on traite ces besoins par le biais humanitaire et non pas tant par le biais de l'action publique. Donc en fait, la crise en soi n'est pas humanitaire, mais elle est traitée par le biais humanitaire. Alors, sur les origines de cette situation, bon, je le dis, on a une petite demi-heure ensemble, donc on ne peut pas refaire toute l'histoire économique du Venezuela, mais en termes, j'allais dire, de responsabilité ou de hiérarchie des causes, qu'est-ce qu'on peut dire? Et je le dis aussi parce que voilà, le cas du Venezuela est aussi un cas qui suscite les passions, il faut être clair, les débats sont très polarisés, il suffit, je pense, d'aller sur le fil de commentaires qu'on a eu sur l'annonce du live, donc Jean-Baptiste, je te le dis, tu es atlantiste, tu es soupçonné d'être vraiment un pro-américain et de déverser ta propagande dans les colonnes de Mediapart. On nous a reproché de ne pas inviter des gens qui soutiennent davantage le régime. Donc voilà, on est vraiment en champ miné. Et donc voilà, par rapport à la question de l'impérialisme américain, des sanctions américaines, à quel point est-ce qu'elles aggravent la situation? Est-ce que la responsabilité première du coup est imputée à l'étranger? Est-ce que c'est vraiment un modèle qui est vicié de l'intérieur complètement? Voilà, comment vous résumeriez les choses pour celles et ceux qui n'ont pas d'avis préconçu sur la question? Les sanctions économiques sont arrivées après le début de la crise économique, donc ce n'est pas l'élément déclencheur. Après, elles empêchent le gouvernement à faire de nouveaux prêts avec les acteurs américains. Du coup, ça aggrave effectivement la crise économique. Comment dire, la raison de la crise, elles sont multiples. Il y a une forte corruption, il y a la production de pétrole, parce que le Venezuela dépend entièrement du pétrole. Avec des cours qui ont chuté quand même. Oui, mais ça a été l'élément qui a révélé la crise. La crise, elle était déjà en latence avant la baisse des chutes du prix du baril. La production, elle commençait déjà à diminuer parce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement dans le secteur pétrolier. Voilà, après, on peut encore... Quand je parle de réseau de corruption, c'est parce que pendant longtemps, il y a eu plusieurs taux de change. Et donc, c'est facilité énormément la spéculation. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs bolivars. Si on était une entreprise ou si on était un privé, on avait le droit à des taux de change différents. Et ça a précipité aussi la chute. Ce système de change est pour beaucoup dans la crise, enfin selon moi, et pour beaucoup dans la crise économique. Yoléti. Oui, en fait, pour moi, effectivement, voilà, tout ce qui est lié au contrôle de change, effectivement, est au cœur de la crise, puisque le fait d'installer un contrôle d'échange,
en principe, était là pour éviter le départ des capitaux, c'est un peu le principe de ça. Eh bien, au contraire, le compte d'échange a été justement la base de faciliter, par différents biais, le fait que des capitaux s'échappent de Venezuela de manière plus ou moins formelle et plus ou moins légale. Mais au milieu de tout ça, il y a aussi l'entreprise pétrolière vénézuélienne, notamment, qui va acquérir beaucoup de dettes, parce que l'État vénézuélien a acquis de la dette, mais c'est notamment à partir de l'entreprise pétrolière, et dettes par des bons souverains de dette et encore aussi des dettes à échelle internationale. Et le fait est qu'à partir du moment où la chute de prix du pétrole arrive, il y a aussi pas mal d'échéances de paiement de dettes qui arrivent. Et à ce moment-là, bon, et aussi c'est mon avis, au lieu de rediscuter cette dette, au lieu aussi d'éventuellement auditer illégitimement certaines parties de cette dette, etc., les gouvernements chavistes du XXIe siècle décident plutôt de la payer. Et en fait, à ce moment-là, on commence à voir un gouvernement qui s'est dit socialiste et qui commence à appliquer des mesures d'austérité les plus classiques au monde. Et finalement, la crise au Venezuela, à mon avis, est aussi en une bonne partie due à cette politique d'austérité extrêmement lourde, en fait, qui est appliquée aujourd'hui et qui pèse sur la vie des Vénézuéliens et Vénézuéliennes. Ce que tu dis est vraiment parce que quand même, quand le Venezuela et le régime vénézuélien est attaqué, c'est souvent du côté de la droite qui dit bah, regardez à quel point le modèle socialiste a totalement failli, c'est un cauchemar. Et toi, tu nous dis en fait, bon, bah, c'est un gouvernement qui fait des politiques d'austérité très classiques au fond et qui n'ont pas grand-chose à voir avec le socialisme du XXIe siècle. Disons qu'il y a des économistes et aussi des politiques et politistes plutôt proches d'une certaine gauche ou des gauches divergentes au Venezuela qui vont justement dire un des dommages les plus importants qui surgissent en fait de ce gouvernement-là, c'est le dommagement du coup de non de socialisme, puisque du coup derrière socialisme sont cachées des décisions politiques qui pour le coup sont extrêmement classiques de monde libéral, capitaliste, etc. Et en gros le vécu, si je fais une comparaison un peu lointaine, le vécu que la Grèce a eu vis-à-vis des mesures d'austérité provoquées par l'Europe n'est pas si distant finalement de vécu qui est celui de Vénézuélien par des mesures d'austérité qui sont auto-provoquées, si l'on peut dire. Par contre, effectivement, les sanctions économiques des États-Unis n'arrangent rien du tout et les interventions économiques de la Russie et la Chine non plus. Ça, c'est et sur les sanctions des États-Unis, donc vous nous dites tous les deux, en fait, voilà, ça aggrave la situation des milieux populaires très clairement. Mais du coup, il y a un calcul on n'a derrière. pas encore. Là, le gouvernement a encore des réserves. Quand ces réserves vont s'épuiser, la crise va être encore plus. Enfin, on se demande comment elle peut être plus grave qu'en ce moment, mais ça peut aller qu'en s'aggravant. Parce que clairement, le pari des États-Unis, du coup, est d'aboutir à la chute de ce régime par les sanctions. Mais pour l'instant, c'est le peuple qui trinque. Est-ce que ça vous paraît crédible, cet horizon d'un régime qui chuterait justement par pression des sanctions internationales? Dans des dernières discussions que j'ai eues avec des proches au Venezuela, j'étais en train de voir à quel point cette idée d'une chute, d'une bataille finale, c'est un peu le commentaire que j'ai vu passer à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, est un peu dans les esprits et de fait est soutenue par l'action états-unienne. Et je pense que c'est en lien aussi avec un peu l'histoire du Venezuela, notamment le fait que la dernière dictature militaire au Venezuela en 1958 est tombée par des actions multiples qui ont pris longtemps, mais dans la mémoire de cette chute, de cette dictature, on a l'impression que le 23 janvier 1958, il y a eu un grand moment de soulèvement, de prise de conscience qui a fait, pour différentes pressions civiles et militaires, tomber la dictature. Cet imaginaire est tellement pressant que les opposants de la Mesa de la Unidad, donc la table de l'unité, les opposants mudistes classiques, on va dire entre guillemets de droite au Venezuela, reprennent cette date. Et donc c'est le 23 janvier 2019 que Juan Guaidó se positionne et prend serment. Guaidó, c'est celui qui s'autoproclame quasiment président et qui a le soutien de plusieurs États. On va voir sa photo là pour que tout le monde repère bien. Du coup, dans ce sens-là, il y a cette idée régulièrement que la pression internationale fera en sorte que le gouvernement tombera, mais un peu dans cette image-là de un jour, un bon jour, on verra une chute un peu, exceptionnelle ou cinématique presque. Et vous, ça c'est un scénario auquel vous ne croyez pas?
Non, mais non pas parce que, bon déjà, concrètement, je pense qu'elle n'est pas souhaitable en soi, puisque un scénario tel est aussi un scénario qui est accompagné d'un scénario de violence, nécessairement, d'affrontement, etc. Donc, concrètement, je ne souhaite pas ça pour mon pays ni pour les miens. Mais après, ce n'est pas juste ça, c'est juste que les rapports de force sont tels qu'il n'y a pas que les États-Unis qui sont en train de mettre de la pression. Il y a aussi la Russie et la Chine en 12e mesure qui sont là aussi. D'ailleurs, récemment, hier, si je ne me trompe pas, le représentant des États-Unis sur la question vénézuélienne et celui de la Russie se sont réunis pour discuter de l'avenir de Venezuela. Et donc, en fait, les rapports de force sont tels qu'il sera difficile de trouver, à mon avis, des accords entre les forces internationales pour que ça cède de cette manière-là. Il y a probablement d'autres choses plus démocratiques aussi à faire vis-à-vis de ça. Ouais. Jean-Baptiste, tu écris dans un des récents articles que tu as fait pour le journal que finalement les rangs autour de Maduro, paradoxalement, se resserraient un petit peu au moment où le régime est vraiment mis sous pression. En tout cas, tu parlais, si j'ai bien compris, du côté des élites du régime, qu'au fond, certes, il y a des défections qui ont été enregistrées, mais que ça n'avait pas pris un caractère massif et à la limite que dans les derniers jours, il y avait plutôt un resserrement des rangs. Est-ce que tu dirais que c'est encore le cas aujourd'hui et si oui, pourquoi? Alors déjà, pour la remise dans le contexte, c'est que quand Nicolas Maduro a dit qu'ils allaient changer de constitution en convoquant une Assemblée nationale constituante, là, il y a eu des défections importantes. On peut citer Luisa Ortega Díaz, par exemple, qui est la plus connue, enfin une des plus connues, et qui est en ce moment en Colombie, qui est l'ancienne procureure générale de la République. Ces défections, elles ont un petit peu continué, mais à plus basse tension, on va dire. Et là, surtout depuis cette entrée enfin, la possible entrée de l'aide humanitaire, l'élite maduriste resserre les rangs parce qu'il y a une menace, en fait. C'est la menace de l'ingérence étrangère. C'est ça, et c'est quelque chose, c'est l'anti-impérialisme, où c'est un discours qui déjà unit tous ces dirigeants-là. Et puis après, on peut trouver d'autres explications. Il y a le politologue qui fait partie de l'opposition maintenant, mais qui était perçu comme chaviste critique, Nick Meyer Evans, qui dit que de toute façon, ils sont tous compromis et que s'il y a... il y a une solidarité parce que s'il y en a un qui tombe, tous tombent finalement. Souvent, on a l'idée, je vois parfois qu'on a l'idée que le pouvoir au Venezuela, c'est Nicolas Maduro et c'est une forme de pyramide ouais. comme ça. C'est pas tout à fait ça. Maduro, à la différence de Chavez, dirige le pays avec, on dit cúpula, une sorte de groupe de personnalités, en donnant quelque chose à quelqu'un, en essayant de trouver les faveurs d'un autre. Voilà. Après, il y a il y a toujours une certaine compétition, par exemple, entre Maduro et Diosdado Cabello, qui est le président de l'Assemblée nationale constituante. Il y avait Elias Raoa, qui était le ministre de l'Éducation, qui était un pilier sous Hugo Chavez, qui avait demandé de réorganiser le Parti socialiste unifié vénézuélien. Ça paraît peu, mais ça aurait pu devenir quelque chose d'important. Tous ces débats-là, là, on les met sous cloche, on les met sous le tapis. Et voilà. Après, ce que je tiens à dire aussi, c'est que ce n'est pas forcément des débats idéologiques. C'est des débats entre différentes personnalités. Alors, donc, ça c'est pour les élites. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse plutôt vraiment à la base populaire. Tu as fait un reportage dans Mediapart dans un quartier qui était plutôt de chavistes, plutôt à majorité chaviste, et tu racontais que finalement, ils ont aussi pris le train des manifestations contre le gouvernement. Donc toi qui es retourné sur place, comment tu as perçu? D'ailleurs, tu montres qu'il y a des paroles un peu différentes, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de manifester parce qu'ils n'aiment pas la droite qui est en face. Il y en a qui finissent par franchir le pas. Qu'est-ce qui est revenu le plus souvent dans ce quartier qui aurait dû être acquis au régime?
Qu'est-ce qui a été peut-être, je vais poser la question autrement, l'élément déclencheur au bout d'un moment qui fait qu'on se retourne contre le régime? Déjà le manque d'eau, le manque de transport et de ne pas pouvoir se nourrir se nourrir convenablement, pas faire ses 3 repas par jour et être dans une situation de crise permanente. C'est-à-dire que là, par exemple, à Kotiza, c'est des membres de la garde nationale qui rentrent en rébellion et qui appellent la population à descendre. Et ça marche un peu trop tard parce qu'ils sont déjà arrêtés. Mais quelques heures après, il y a des centaines de personnes qui descendent dans la rue, dans ce quartier perçu comme chaviste. Les gens que j'ai rencontrés, ils parlent d'abord de la crise économique. C'est ça le premier moteur. Ils pensent que c'est pas Maduro qui a la solution. Donc ils veulent ils veulent la fin de Maduro. Est-ce que pour autant c'est là où il y a une différence? Est-ce que pour autant tous sont pour Guaidó? C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a des membres, des gens dans les barrios qui ont toujours été de l'opposition et qui se reviennent sur le devant de la scène. C'est-à-dire que pendant longtemps, ils se faisaient discrets, on va dire. Et là, on revoit des drapeaux blancs d'Action Democratica, qui était un parti de la Quarta Repubblica. Et après, il y a d'autres personnes qui, eux, ont changé complètement de camp. Enfin, après, c'est des multiplicités de cas différents. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que il y a 2 choses. C'est que moi, quand j'allais dans les barrios, il y a pas si longtemps, en 2011-2012, il y avait la mission Barrio Adentro, c'est-à-dire le dispensaire avec le médecin cubain. Les gens parlaient de cette mission avec fierté. Il y avait des débats, après tout dépend dans quel barrio on va, mais il pouvait y avoir des débats dans les conseils communaux. Il y avait des mouvements sociaux qui venaient soit parler des droits des femmes, soit de la participation politique. Il y avait quand même un espoir, il y avait une certaine effervescence. Tout ça, c'est mort. Tout ça, ça n'existe plus. La mission Barrio Adentro, là, je suis allé à Kotiza, je suis allé à La Vega, San Agustín. La mission Barrio Adentro, je n'avais pas vu. Ça ne fonctionne plus. Les conseils communaux a été plus ou moins remplacé par les CLAP, qui est. Alors, il faut expliquer ce que c'est, les CLAP. Le CLAP, c'est Comité local d'approvisionnement et de production. C'est des communautés qui distribuent une nourriture à prix subventionné, même quasiment gratuite. Au début, ça devait être tous les 15 jours, maintenant c'est tous les mois. Et ce CLAP sert aussi quelque part de contrôle aussi du gouvernement. C'est l'aide humanitaire bureaucratisée du gouvernement, en quelque sorte. Yoliti Bracho, je reprends ce terme-là. Tu parles d'aide humanitaire bureaucratisée, alors que quand on parlait du Venezuela avant cette crise, on évoquait souvent le pouvoir populaire qui était en train d'essayer de constituer le régime. Comment on est passé de l'un à l'autre, et finalement, ça fait peut-être regarder d'un autre œil ce qui se produisait avant. Est-ce qu'il y avait à ce point-là vraiment une activation politique des masses populaires, ou est-ce que c'était beaucoup plus modeste que ça, beaucoup plus fragile? En fait, ça renvoie aussi à nouveau à l'histoire longue de Venezuela, notamment l'histoire longue de la relation entre l'État contemporain vénézuélien et ses classes populaires. Déjà, effectivement, ce qui dit Jean-Baptiste est important, ce sont des classes populaires hétérogènes, donc ces relations avec l'État sont de fait hétérogènes. Dans tous les quartiers, on ne verra pas la même chose, et même que ce soit les espaces de la capitale ou d'autres villes, ou les espaces urbains et ruraux, de fait, voilà, il y aura des différences. Après, historiquement, l'État contemporain vénézuélien s'est construit dans une relation particulière avec ces classes populaires, notamment des conditionnements de cette relation. Donc, un conditionnement avec conditions d'organisation. Donc en gros, on a demandé historiquement aux classes populaires de s'organiser dans ce qu'aujourd'hui ça a été plutôt les conseils communaux et les communes, mais à l'époque ça a été les juntas pro mejoras, donc les conseils pro-amélioration. Ça peut être aussi les conseils des voisins, etc., etc. Et c'est à partir de ces cadres d'organisation que, du coup, les classes populaires deviennent légitimes
d'interpeller l'État et demander donc des services publics, etc. Donc, durant les gouvernements chavistes, cette formule, qui existe du coup depuis les années 50 et même un petit peu avant, a été reprise, a été rebaptisée sous effectivement le nom de pouvoir populaire. Donc en fait, c'est pas une invention chaviste, il reprend un répertoire institutionnel finalement. Complètement. Un répertoire institutionnel qui, de fait, conditionne véritablement l'accès et la relation des classes populaires avec l'État. Le conditionne de manière qui n'est pas la même que pour les autres classes de pays. C'est-à-dire que dans un quartier plutôt classe moyenne haute, on n'a pas besoin de se réunir à 18h de l'après-midi avec ses voisins pour demander si on a besoin d'électricité ou pas. En gros, on l'a, point. Alors que dans les quartiers populaires, là où les gens sont dans des conditions les plus compliquées, on rajoute ce travail supplémentaire de s'organiser pour demander des services publics. Donc, sous les gouvernements chavistes du XXIe siècle, ça prend la forme de pouvoir populaire ou de promotion de pouvoir populaire. Et donc, le pouvoir populaire, c'est avant tout ça. C'est un cadre d'action publique qui permet de relier par les biais d'intermédiations multiples les classes populaires avec le champ politique par le biais de l'administration publique. Ça a beaucoup été activé, ça a beaucoup fonctionné pendant un certain temps, et donc on ne peut pas nier l'existence effectivement de ces conseils communaux, de ces communes, de ces misiones, donc comme la mission Barrio Adentro, qui de fait était aussi activée par le biais de l'organisation dans le quartier. Après, vouloir voir dans ça la promotion d'un mouvement autonome des classes populaires qui se serait donné les moyens de vivre par elles-mêmes et pour elles-mêmes, etc., ça, c'est toute une autre chose. Et c'est probablement plus des fantasmes militants que ce qui s'est passé véritablement. Et que ce soit bien ou mal, c'est une autre discussion. Mais de fait, la promotion du pouvoir populaire n'est pas tant que ça une promotion d'autonomie. Par contre, il y a des organisations populaires avec une certaine culture d'autonomie qui se sont saisis de ces outils pour nourrir leur autonomie. Et c'est pour ça que dans certains quartiers et dans certaines zones rurales, on voit encore des initiatives qui semblent très intéressantes. Mais effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir partout parmi les classes populaires vénézuéliennes. Avant qu'on parle quand même de l'opposition et du camp Guaido, j'aimerais me poser une question, Jean-Baptiste, sur le niveau de répression. Parce que dans le papier qu'on a publié aujourd'hui, tu parles des évolutions quand même de la stratégie répressive du régime sur les gens qui manifestent, y compris d'ailleurs des milieux populaires. Est-ce que tu peux peut-être nous en faire une petite synthèse sur l'évolution de la stratégie répressive? Je pense qu'il y a eu deux vagues. C'est-à-dire que la première vague, c'était fin janvier, c'est-à-dire du 21 au 25 janvier. Pour rappel, Juan Guaido s'est proclamé président le 23. Donc, un peu avant, un peu après, il y a eu des manifestations, des protestas dans les barrios. Et là, c'est pendant ce laps de temps qu'il y a eu une réponse soit du gouvernement, soit de groupes armés pro-gouvernementaux. Quand tu dis des armées pro-gouvernementales, ça veut dire que c'est pas la police officielle ou non, mais alors je vais rentrer un peu plus dans le détail. C'est que il y a ce qu'on appelle des collectivos, mais les collectivos, ça englobe une réalité aussi très différente. C'est-à-dire que les collectivos, c'est aussi il y a aussi un travail social réalisé par les collectivos. Tous les collectivos ne sont pas armés et l'opposition emploie le mot collectivo à tout bout de champ et pour désigner ces groupes armés. Donc je préfère faire le distinguo parce que il y a une sorte de diabolisation du coup des mouvements sociaux. D'accord. Ok, mais c'est vrai que c'est plus facile c'est parfois plus facile de dire tout de suite collectivo. Il faut essayer de. Voilà. Donc ces groupes armés-là, en janvier, qu'est-ce qui se passe? En janvier, il y a plusieurs. Mais en janvier, puis comment dire, il y avait ce que j'écris dans le papier, c'est-à-dire que s'il y avait une guarimba, c'est une petite barricade. Des fois, c'est 3 détritus sur la rue qui suffit à dire qu'elle est bloquée. À ce moment-là, il y a des gens en moto qui vont débouler, qui vont demander à enlever la guarimba. Et soit ça dégénère, soit ça se calme, ça dépend qui est en face. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ordre d'aller tuer les manifestants.
mais ça peut très bien déraper. Ensuite, alors, il y a autre chose, c'est que de plus en plus, ils ont pris plus d'importance ces derniers temps, c'est la force d'action spéciale de la police nationale bolivarienne qui va agir après coup. Normalement, cette force d'action, c'est contre la délinquance, elle dépend de la police nationale, c'est contre la délinquance. Dans les faits, Amnesty National le met en valeur. Et l'ONU l'a rappelé aujourd'hui, on s'en prend à des opposants. C'est-à-dire, certains dans les barrios ont manifesté, on a des informations et on va toquer à sa porte et le plus souvent, il est fait prisonnier, il est détenu. Donc il y a une sorte de reprise en main, par l'autoritarisme, par la répression de certains quartiers. Et là, encore une fois, ce n'est pas tous les quartiers qui vivent cela, mais là où il y a eu des manifestations importantes fin janvier, c'est arrivé. Après, je parlais de 2 vagues. La seconde vague, elle s'est déroulée la semaine dernière quand il y a eu la coupure de courant. C'est-à-dire que dans Chacao, il faut se rendre compte ce qu'est Chacao. C'est une rupture de courant massive qui a concerné le pays entier, voilà. Et la capitale évidemment. Oui, pendant jeudi jusqu'à lundi. Dimanche, au moins, lundi. Ouais. Voilà. Donc 72 heures, 100 heures. Et il y a encore, certes, après on arrive à un point où c'est difficile de savoir si ça continue ou pas, parce qu'il y a des zones dans le pays qui n'ont plus l'électricité depuis encore plus longtemps avant le méga appel. Mais alors, durant cette panne, qu'est-ce qui se passe ? Durant cette panne, il y a des gens qui manifestent, qui vont faire des guarimbas, et là, il y a encore des groupes armés qui interviennent, et dans des quartiers où on n'avait pas l'habitude forcément de les voir. Chacao, faut se rendre compte. Chacao, c'est classe moyenne, classe aisée, c'est un endroit où il y a, c'est pour la population et pour l'opposition, et c'est moi, je n'ai pas en mémoire de groupes armés qui interviennent sur des guarimbas. Parce que généralement, les groupes armés dépendent d'un quartier, dépendent d'une zone. Là, à Chacao, il n'y a pas de groupe armé. Donc, d'où ils viennent, qui sont ces personnes-là, c'est la question qu'on peut se poser. De plus en plus aussi, ça aussi, c'est le rapport d'Amnesty. On voit des membres de ces groupes armés qui sont intégrés par les forces armées spéciales de la police nationale. Il y a eu des gens qui ont quitté le FAES et qui se sont plaints d'être noyautés par les groupes armés. D'accord. De toute façon, très court sur cette question. Il y a une activité de répression, en fait, tout simplement des mobilisations populaires depuis un certain temps. Et un précédent important de ça, ce sont les nommées opérations de libération de peuple, OLP, qui sont commencées à être pratiquées en 2015-2016, si je ne me trompe pas, et qui ont été dénoncées par des chercheurs vénézuéliens comme Andrés Santillano et Verónica Zubillaga, comme tout simplement en fait, des opérations, des répressions à l'intérieur des quartiers, dans lesquels par ailleurs en fait, des condamnations extrajudiciaires ont été accomplies, y compris des assassinats finalement au sein de ces quartiers. Donc en fait, effectivement, ce que Jean-Baptiste dit, voilà, on le voit dans l'actualité, mais de toute façon, c'est un mouvement de répression qui vient depuis déjà un certain temps. J'avais une question, on arrive bientôt à la fin de l'entretien, mais une question quand même sur cette opposition et les gens qui se retrouvent derrière Guaido. On se doute quand même que cette droite-là a évolué depuis les temps du chavisme. Tout à l'heure, vous employez le mot de droite avec des guillemets pour la qualifier. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal aujourd'hui à la qualifier, ou est-ce qu'il y a d'autres termes qui sont plus appropriés que juste droite? Parce que ce qui est souvent rappelé, c'est que la droite vénézuélienne, traditionnellement, c'est une droite plutôt dure. Parce quand qu'il y même. a plusieurs oppositions, tout simplement. C'est un front, alors il faut plutôt envisager ça comme un front d'opposition avec différents courants, c'est ça?
En fait, déjà, il y a des fronts d'opposition. Donc, l'opposition dont on entend parler notamment, c'est celle qui un jour s'est rassemblée dans ce qui est appelé la Mesa de la Unidad, donc la table de l'unité. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai l'appelé opposition mudiste ou de la MUD à cause de ça. Après, ce n'est pas la seule opposition. Et il y a d'autres oppositions, y compris des oppositions de gauche. Après, dans cette table de l'unité, de fait, il y a des organisations qui se revendiquent de différentes politiques, en fait. Et je dirais, du coup, de manière justement attentive, prudente, qu'on pourrait dire que ces gens-là, c'est revendiquent plutôt de centre-gauche jusqu'à la droite, et pour certains, certains d'entre eux sont vus comme de l'extrême droite. Après, il va y avoir des analystes qui vont dire que ces nomenclatures n'appliquent pas forcément au Venezuela. Moi, je ne suis pas particulièrement d'accord avec ça. Le Venezuela a aussi son propre échiquier politique, qui est aussi constitué de gauche et jusqu'à la droite, et donc la MUD est en partie constituée de ça. Mais effectivement, ce n'est pas la seule opposition. Et il y a d'autres oppositions, et c'est pour ça que quand on essaie de la caractériser, il faut faire attention à qui on prend en compte. Après, si on parle de l'opposition mudiste en soi, telle qu'on la voit derrière Guaido, le fait est qu'il y a différentes positions aussi là-dedans. Et par exemple, actuellement, il y a toute une controverse autour d'un député, Miguel Pizarro, si je ne me trompe pas, qui est la personne en charge de l'aide humanitaire, justement, de gouvernement, donc d'intérim de Guaido, et qui en ce moment est en train de se faire beaucoup critiquer dans les réseaux sociaux, parce que de fait de son discours social, alors il est dit communiste. Et de ce côté de la politique vénézuélienne, être appelé communiste est une insulte, voire... Tu veux dire que c'est de les rangs de la droite ou de l'opposition, Guaido, qui le critique parce qu'il serait il serait soupçonné d'être communiste sur les bords, quoi, parce qu'il a des préoccupations sociales. Exact. D'accord. Donc, tout ça pour dire que, y compris dans les dirigeants de l'opposition mudiste, il va y avoir des personnes qui vont se revendiquer de certaines positions diverses, et pourtant vont se faire récaler par leurs propres militants de fait de leur capacité ou pas à exprimer ces types de positions. Donc, cette opposition a beaucoup évolué, mais elle est tellement hétérogène, merci, qu'il est difficile de la qualifier tout en entière, quoi. Ouais. Puis tout dépend aussi quel est... comment dire effectivement, il y a une gauche, il y a une droite au Venezuela, mais ce n'est pas les mêmes critères que les nôtres. Enfin, c'est quelqu'un qui est sur l'échiquier politique est à l'extrême droite au Venezuela. En France, je ne le qualifierais pas d'extrême droite, parce que si je parle d'extrême droite en France, je pense au Front National, je pense à une politique qui mise son discours sur l'immigration. Donc c'est difficile de savoir comment on qualifie finalement toute cette opposition-là. Moi, dans mon travail de journaliste, c'est-à-dire que je m'adresse à un lectorat de français, si je dis extrême droite, ça percute sur une idée qui est fausse. Je ne dirais pas qu'elle est fausse, elle est juste pas tout à fait exactement la même, mais elle n'est pas non plus contre. En fait, je veux dire, et je me permets du coup de débattre cette idée, mais ce qu'on pourrait appeler une extrême droite, entre guillemets, au Venezuela, en fait, au Venezuela, il y a aussi des discours anti-immigration. Par exemple, les Colombiens ont beaucoup vécu, en fait, des discours anti-migratoires sur eux extrêmement importants. Aussi par le gouvernement d'ailleurs, il y a toute une campagne... Ah, mais attention, juste, j'ai envie de dire aussi que je ne suis pas tout à fait non plus en train de caractériser le gouvernement chaviste ou maduriste de gauche. Ça, c'est aussi une autre discussion. Mais bon, après, effectivement, il faut prendre ça avec les pincettes et ne pas vouloir non plus plaquer l'échiquier politique français sur le Venezuela, c'est sûr et certain. Alors, voilà, le temps nous est compté, donc je dois abréger cette discussion. On pourrait continuer longtemps. Merci beaucoup à vous d'être venus. Tout de suite, vous pouvez voir un exemple de ce qu'on enregistre en studio. C'est un entretien avec Pascal Boniface dans la collection Un monde à vivre. Ce sera diffusé pendant que l'équipe se restaure un petit peu. Et puis, on revient en direct à partir de 20h30-35 pour nos 2 heures spéciales Algérie. À tout de suite.